Hello les gars, c'est Crypto Edge, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme d'hab, on se fait le tour de la cryptosphère pour essayer de rester informé, rester en avance sur les autres. Format très simple, on commence par 3 actualités que je trouve pertinentes et importantes pour l'écosystème. Ensuite, on part sur les graphiques, petite analyse de marché, ou par le Bitcoin, où est-ce qu'on en est sur les altcoins. Et pour finir, j'ai récupéré une crypto que vous m'avez laissée dans les commentaires de la dernière vidéo. On l'analyse ensemble, analyse fondamentale, analyse technique, et on mettra une note sur 5. On a beaucoup de choses à voir, donc c'est parti. Et si t'aimes bien ce format, mets-le moi dans les commentaires, lâche un like, abonne-toi et let's go. Première news intéressante, partenariat inédit entre Solana et Filecoin. Je pense que vous connaissez tous Solana. Ceux qui connaissent pas Filecoin, c'est une solution de stockage décentralisée. C'est le point faible des blockchains. On n'arrive pas à stocker des grosses quantités de données de manière décentralisée. Et la plupart du temps, lorsqu'il est question de stocker des données, on va faire plutôt appel à des serveurs centralisés, des serveurs IPFS. C'est le cas pour quasiment l'entièreté des projets NFT par exemple. Si vous prenez la collection Bored Ape Yacht Club, les métadatas sont sur la blockchain, par contre, les photos sont stockées ailleurs, donc ça pose des problèmes éthiques, des problèmes de confiance, les photos peuvent disparaître à tout moment. C'est le problème qui est résolu par les projets comme Arweave, Storj ou encore Filecoin. Donc partenariat aujourd'hui avec Solana pour améliorer le réseau et proposer des solutions de stockage sur le réseau Solana. Le partenariat il a pour objectif de rendre l'historique des blocs de données beaucoup plus accessible et également améliorer la redondance des données sur Solana. Donc on n'est plus dans un mode de fonctionnement où les datas vont être stockées sur un serveur privé de manière centralisée. On éparpille les données aux 4 coins du globe et on les sécurise grâce à la blockchain. Le marché n'a pas spécialement réagi à l'annonce en ce qui concerne Solana. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant du côté de Filecoin qui est en train d'essayer de casser son falling wedge. Le falling wedge, je vous rappelle, c'est un pattern de retournement. Donc c'est plutôt bon signe, c'est signe de reversal, c'est signe de bottom et on a eu énormément de altcoins qui se sont servis d'un falling wedge pour marquer leur bottom et se retourner. Vous avez par exemple IOTA, vous avez également le Link, EGLD, API Free, il y en a énormément, c'est des charts qu'on a vus le mercredi ensemble en live. Donc c'est assez prometteur graphiquement, la seule chose qui m'embête c'est le tokenomics de Filecoin. Aujourd'hui vous avez uniquement 500 millions de tokens FIL disponibles sur le marché en circulation, en sachant qu'il a une supply totale de 2 milliards de tokens. Donc le marché se fait quotidiennement arroser, inonder de nouveaux tokens et ça jusqu'en 2051. Ça crée une pression vendeuse et ça empêche un petit peu le projet de décoller. En tout cas, la configuration graphique, elle est sympa. On a vu que ça a fonctionné sur beaucoup d'altcoins. Pourquoi pas se placer sur le breakout? Pourquoi pas se placer sur un retest du breakout potentiellement? Do your own research. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Filecoin et maintenant on passe à l'actu number 2. Cette semaine c'est NFT Paris, j'espère que je vais vous croiser là-bas. L'année dernière c'était incroyable, on découvre des nouveaux projets, on assiste aux conférences mais surtout on fait du networking. Vous le savez, your network is your net worth. Vous avez envie de bosser dans la blockchain, vous avez des idées de projets, le meilleur moyen pour passer à l'action et concrétiser tout ça. Malheureusement moi je l'ai compris trop tard, je voulais tout faire tout seul et au final quand j'ai commencé à sortir, à essayer de me faire mon réseau, c'est là que les projets prennent vie, c'est là que tout s'accélère et également que les portes s'ouvrent. Donc NFT Paris, c'est un très bel événement, c'est au Palais éphémère à côté de la Tour Eiffel. Vous avez les billets ici sur nftparis.xyz. L'entrée c'est 480 €, mais vous pouvez apply en tant qu'étudiant. Si jamais vous êtes étudiant, le ticket il est gratuit. Et également, je vous le répète, si vous n'avez pas le budget, vous allez ici dans Side Event, vous cliquez ici sur See Hold Side Event et là vous avez une liste énorme, plus d'une centaine de Side Events, donc des événements non officiels qui s'organisent autour de la conférence toute la semaine dans Paris. 90% d'entre eux, c'est gratuit. Vous allez simplement sur les liens. Eventbrite, ici par exemple. Voilà, Space, Powered by BNB Chain, gratuit. Vous prenez les tickets. Les meilleures soirées, les meilleurs networking, c'est dans les side events. Tout le monde y va. Moi, j'y serai. Choisissez bien ou en tout cas, prenez des billets le plus possible. Et donc, j'espère qu'on se verra à Paris le 22, le 23 ou le 24 février. Et pour ceux qui sont dans le sud, comme moi, vous avez également le Block Event. Donc, le 28 février, c'est les conférences Web3, IA et blockchain au Pasino La Grande Motte. Donc j'y serai avec toute la team de Blocks et là pour le coup c'est un peu moins cher, 59 € étudiants, 89 € grand public. Pour ceux qui sont vers Montpellier, qui sont dans le sud, pourquoi pas aller à Block Event. Donc ça c'est le 28 février, on se verra peut-être là-bas aussi. Troisième news, projet qui fait beaucoup parler en ce moment, le WorldCoin. Plus 130% dans les derniers jours et un nouvel ATH. Donc c'est le projet cofondé par Sam Altman, le gars de OpenAI, donc qui ont fait ChatGPT. Vous savez, vous avez peut-être vu passer les mecs qui scannent l'iris de votre œil. Donc ça vous crée
une identité numérique de manière décentralisée sur la blockchain et ça vous permet d'accéder à des apps, à faire des transactions financières également. C'est un business de fou, c'est controversé. Moi, ça me fait penser à Minority Report. Je ne sais pas si vous vous rappelez, où à chaque coin de rue, il y a une caméra qui peut scanner votre iris et vous identifier. Ça peut partir en couille et se transformer en ça. En tout cas, là, ça a plutôt un narratif de vous protéger sur Internet, surtout en ce moment avec les IA qui commencent à créer des faux KYC, des fausses vidéos qui se font passer sur vous, etc. Donc, l'identité numérique, c'est un enjeu aujourd'hui. Comment on fait pour vérifier que les informations sur Internet sont bonnes avec une identité numérique? Ça me paraît être une solution. Donc c'est un projet dans le narratif également IA, vu que la reconnaissance faciale ou en tout cas de l'iris fonctionne par IA. En ce qui concerne le tokenomics, il est un peu fou vu qu'il y a 75% des tokens qui étaient réservés à la communauté, c'est-à-dire que vous recevez du jeton gratuitement si vous venez scanner votre iris sur les stands, je ne sais pas comment ils appellent ça, un Orbit. En termes de market cap, on est déjà à 898 millions, donc il faut vraiment se projeter dans le futur. Est-ce que c'est un market qui peut atteindre les 10 milliards, les 20 milliards, les 50 milliards, pourquoi pas? En tout cas, là, on est en ATH, c'est peut-être pas le meilleur moment pour entrer. Si c'est un projet qui vous intéresse, qui vous fait pas peur et vous pensez que c'est le futur, essayez de trouver des points d'entrée, pourquoi pas, sur le WLD. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, je n'en ai personnellement pas et je ne compte pas me faire scanner ma rétine. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas. Maintenant, on va passer sur les graphiques. Petite analyse de marché. Évidemment, on commence avec Bitcoin. Dans la dernière vidéo, on était sur cette mèche. Je vous avais dit attention de vérifier le close. Ça va être bearish si jamais on close sous cet ancien ATH local. Pour le coup, on a close au-dessus et on s'est effectivement dirigé vers la zone qu'on avait notée ici, les 51 800, qui est la dernière zone d'intérêt. Ça, je vous l'avais répété la dernière fois. Pour moi, une fois qu'on a passé cette zone, ici, on devrait glisser assez rapidement vers les 60 000 et ensuite, pourquoi pas, les 65 000, donc le dernier ATH, le ATH historique. Pourquoi je dis ça? Toujours la même analyse, toujours la même théorie. Look left, ici, la dernière structure qui nous faisait chier, on a réussi à passer en faisant, hop, le petit inverted flag ici, comme on l'a vu la semaine dernière. On a réussi à passer, hop, une structure ici qui nous empêche encore une fois de monter. Donc là, pourquoi pas venir travailler cette structure? Je vous avais dit que moi, j'attendais un retour ici. Ce serait une belle entrée d'avoir un retour ici. Donc là, on va pouvoir s'amuser entre ces deux structures. Pourquoi pas développer un pattern comme on l'a vu la semaine dernière. Et pourquoi pas s'envoler par la suite. Et dans ce scénario, on risque de ne plus revoir le BTC en dessous de cette zone, en dessous des 47 000. C'était le cas pour ETH. Alors ça, c'était pas dans la vidéo la semaine dernière, c'était dans le live. Je vous avais dit, ça me paraît maintenant impossible. Maintenant qu'on a confirmé cette zone qui était, hop, une résistance à l'époque et qui est devenue support maintenant, je vous avais dit, ça me paraît impossible de repasser sous cette zone maintenant qu'on a défini comme un support et le prix de TH devrait simplement s'envoler vers la dernière structure qui se trouve ici au 3336. Donc j'espère que vous avez de l'ETH. J'en ai pas en longue, mais en tout cas j'en avais une bonne réserve en spot. Donc ETH qui part, ça fait plaisir. Est-ce que c'est le début d'une alt season? Il y a un autre truc que je voulais vous montrer sur Bitcoin également. On est actuellement en pré-halving. Il nous reste une soixantaine de jours avant l'événement. Si on s'amuse à tracer un Fibonacci sur les anciens bull run, donc là on est en 2013, on est en pré-bull run, pré-halving juste avant le bull run de 2017 et on se rend compte que on avait eu un retracement sur les 0,618, d'accord? Potentiellement à chaque fois, les zones de retracement, ça va être 618, ça va être 786. Et là, on voit que quelques jours, quelques semaines avant le halving, donc la configuration qu'on est aujourd'hui, on a tapé les 618 et on a eu un crash, ou en tout cas un retracement, d'accord, 30%, qui nous a ramené vers les 0,382 du Fibonacci. Ça, on l'a observé en pré-bull run de 2017 et on l'a également observé en pré-bull run de 2021. Vous le voyez également ici, plusieurs semaines avant l'événement halving de 2020, on est venu en pré-bull run retracer sur les 0,618 et cette fois-ci, on avait pris une claque de 70%. Attention, ce dump-là à prendre extrêmement avec des pincettes parce que on n'était pas dans des conditions de marché habituelles, on était en plein Covid, il y avait énormément de FUD et les marchés traditionnels qui crachaient également. Donc là, on a retracé une grosse partie. Ce qui m'intéresse simplement, c'est que le 618 ont opposé une résistance et qu'on a dû retracer. Et si on regarde le graphique aujourd'hui, on est à quelques jours du halving, on est en pré-bull run, d'accord? On est sur le retracement du downside.
On a fait un léger arrêt sur le 0,618, on est revenu sur le 0,5, on est en train de partir. Pourquoi pas une correction beaucoup plus grande? Pour l'instant, ce n'est pas le cas en termes de RSI, ce n'est pas le cas en termes de total, en termes de dominance. On va les regarder tout de suite après. Pour l'instant, c'est plutôt bullish. Si ça arrive, on le verra bien avant que ça crache. Simplement, si le BTC n'arrive pas à hold ce niveau-là comme nouveau support, en plus, vous avez ici cette trendline qui dure depuis plusieurs mois et que ici, vous avez une cassure, d'accord? Pourquoi pas cassure retest? Ici, ça va commencer à sentir mauvais et pourquoi pas un retracement sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois avant le halving et avant le potentiel mouvement parabolique du bull run. Donc ça, c'est le canal que je vous avais déjà montré sur la BTCD, donc la dominance de Bitcoin. C'est un chart qui nous permet de voir la proportion de la market cap qui est attribuée à Bitcoin. Pour l'instant, on a dépassé les 50%, on est à 53% de la market cap correspond à celle de Bitcoin sur le marché total des cryptos. Vous pouvez faire de l'analyse technique également sur ce chart. On voit que ça fonctionne en termes de haut de canal, on a souvent des rejets, d'accord, rejet ici, et en low de canal, on a souvent des pumps. Donc c'est des périodes, quand vous avez la BTCD qui pump comme ça, c'est des périodes où vous avez uniquement le BTC qui augmente, d'accord, et les autres sont soit en train de baisser, quand je dis les autres, c'est les altcoins, soit en train de baisser, soit en train de descendre. Et au contraire, quand vous avez la BTCD qui diminue, qui rencontre une résistance et qui retrace, vous avez les altcoins qui pump, on est en alt season. Donc là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Vous voyez que, hop, malgré que ce soit pas un haut de canal, c'est un point de résistance où le BTCD n'arrive pas à passer et on est actuellement en alt season, d'accord? Donc là, on a des altcoins qui sont en train de pumper en ce moment. Vous avez un autre index que vous pouvez regarder. Vous avez juste à taper Alt Season Index et là, vous voyez qu'on est à 71, donc c'est plutôt énorme. Vous voyez que d'habitude, la fin de la Alt Season, elle se situe vers 90, ici pourquoi pas c'est monté jusqu'à 100, d'accord, 90, 80, 90, 100, c'est la fin de la alt season. C'est un index, comment il fonctionne? En fait, on vient relever le top 50 des cryptos par market cap, on vient noter leur performance sur 90 jours et quand vous avez 75% de ces 50 cryptos qui surperforment Bitcoin en performance, on appelle ça une alt season, d'accord? Donc là, on est à 71%, c'est-à-dire qu'il y a 71% des altcoins qui ont une performance sur 90 jours qui est supérieure à celle de Bitcoin. Donc là, on est plutôt en alt season, bientôt en fin de alt season. On a des jolis moves que ce soit sur ETH, sur HBAR, GRT, Filecoin, comme on a vu tout à l'heure, Kaspa, Arweave, etc. Prenez l'habitude de regarder la BTCD, le Altcoin Season Index, ça vous donne une idée de où est-ce qu'on est dans les différents cycles. On est bon sur la partie graphique, je rentre pas dans le détail, je regarde pas les positions, etc. Ça, c'est plutôt quelque chose qu'on fait pendant 2 heures en live le mercredi. Donc, je vous encourage plutôt à aller regarder les lives sur la chaîne de Blox le mercredi ou les rediffs qui vont être postés également tous les jours sur la chaîne de Blox. Je vous la mets dans les commentaires. Dernière partie de la vidéo maintenant, on va analyser un token que j'ai récupéré dans ce commentaire. Donc, vous m'avez demandé Maple Finance. On met des petites notes sur 5 dans chaque catégorie et on donnera une note globale à la fin. Donc qu'est-ce que Maple Finance? À quoi ça sert? Quel est le narratif? C'est une plateforme décentralisée pour les prêts et les crédits aux entreprises. C'est des projets qu'on a l'habitude de voir dans la DeFi. La grosse différence, c'est que ça a été créé par des experts du crédit pour les institutions traditionnelles. Donc Maple, c'est une infrastructure, un bridge avec le monde traditionnel qui permet aux institutions de faire du crédit on-chain pour les entreprises. Donc vous avez ici très simple les lenders, donc les prêteurs, ça peut être des entreprises ou des particuliers qui prêtent de la liquidité. Ici on a provide capital pour les emprunteurs et en échange on reçoit des intérêts. Donc ici vous avez le borrower, donc l'emprunteur, la société qui va demander un crédit. Donc elle va envoyer une requête au délégué. Le délégué, c'est un professionnel du crédit, c'est une institution traditionnelle. Donc là, on a des délégués qui font une due diligence, qui s'assurent que la compagnie en face va pouvoir rembourser le crédit et va lui allouer une partie des fonds qui se trouvent dans la liquidity pool. Et ensuite, le borrower ici va repayer les intérêts qui viennent, comme on l'a vu tout à l'heure ici, au prêteur. Et ici, vous allez avoir le cover provider. Donc, c'est des gens qui vont fournir également de la liquidité avec des taux d'intérêt un peu plus élevés parce que si jamais l'emprunteur fait défaut et ne rembourse pas les intérêts ou le crédit, on va venir se servir de ces capitaux-là pour rembourser les prêteurs.
Donc c'est eux qui prennent le plus de risques, mais ils ont un meilleur rendement. Et donc l'intérêt de construire des projets comme ça est là d'intégrer des délégués, ce qu'ils appellent des délégués, donc des institutions financières qui sont habituées à faire des crédits, à faire des due diligence. Ça va permettre de faire des prêts sous-collatéralisés, c'est-à-dire que d'habitude on va mettre beaucoup plus en collatéral. On va mettre par exemple 1 million de dollars de stablecoin, de USDT, et en échange, la plateforme va vous prêter par exemple des USD à hauteur de 800 000 dollars. Donc là, c'est différent, on se rapproche plus du monde traditionnel où vous venez poser un petit collatéral et en échange, on vous donne beaucoup plus de capacité parce qu'ils ont fait une due diligence sur vous, ils ont quantifié vos moyens de repaiement et on vous accorde des crédits qui sont beaucoup plus élevés pour cette fois. Donc ça, c'est les boîtes qui viennent créer les pools de liquidité qui peuvent être basés sur plusieurs choses. Par exemple, des treasury bills, corporate credit, mais également des real world assets. Donc on permet également la tokenisation de real world assets. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Le narratif du RWA, ça marche très bien. Maintenant, en termes de TVL, c'est-à-dire ce qu'ils ont réussi à tokeniser. Ici, vous avez Maple RWA, ça représente seulement 36 millions. Et sinon, sur la total value lock, hors RWA, donc Maple Finance, on est seulement à 46 millions. Donc le projet a l'air bien, le projet n'a pas l'air énormément utilisé, c'est le défaut que j'avais trouvé aussi la semaine dernière sur Centrifuge. Ça reste des petites sommes, ça reste des bons narratifs, mais qui ne sont pas du tout exploités. Effectivement, les compagnies aujourd'hui, elles vont plutôt se diriger vers des banques traditionnelles. Et si ces banques tradis pensent que vous n'avez pas les moyens de rembourser et la prétention de prendre un crédit, vous vous retrouvez sur une plateforme comme ça, mais qui est censée être gérée par des professionnels qui vont peut-être pas vous accorder le crédit non plus. Donc là, la niche, elle est quand même très basse. En fait, j'aime bien le projet, j'aime bien le fait qu'il y ait du RWA. Donc c'est très bien d'avoir créé cette infrastructure. Elle est très bien pensée pour les tradis, pour les entreprises, mais je vois pas l'intérêt in fine de qui va être le client sur ça. D'accord? Et c'est pour ça que je mettrais un 3 sur 5. En ce qui concerne la tech, on opère sur Ethereum, sur Solana, sur Base. Donc ça, c'est une très belle initiative de rendre la DApp multi-chain. En ce qui concerne les pools de liquidité, c'est de l'ERC4626. Donc c'est assez standard sur Ethereum en ce qui concerne les coffres et le liquidity providing. Et ensuite, vous allez avoir deux éléments clés qui vont interagir avec le pool de liquidité. Donc vous avez un pool manager sur chaque pool de liquidité. Et ce manager, il est accessible par les délégués, donc comme on a dit tout à l'heure, les institutions qui font la due diligence sur les entreprises et qui vont lui permettre d'administrer les prêts et gérer la stratégie de l'argent qui se trouve dans les pools de liquidité et le répartir aux différentes entreprises qui lui conviennent. Donc à l'intérieur, il peut gérer tous les paramètres du pool, les plafonds de financement, les remboursements, etc. Et ensuite, vous avez également le Maple Global. Donc ça, c'est un membre qui représente la DAO et qui va pouvoir venir agir également sur les paramètres. Donc si la DAO prend la décision de changer des paramètres, comme de dire, voilà, en collatéral, la compagnie doit mettre 2 fois ce qu'on lui prête. Donc la DAO peut prendre des initiatives, geler des paramètres qui sont plus globales et de dire par exemple, bah, nous on veut que le crédit soit à hauteur de 2 fois le collatéral. Et c'est le maximum que vous pouvez attribuer sur ce genre de liquidity pool. Donc ça m'a l'air bien pensé. Il y a un partenariat avec USDC également. C'est multi-chain, c'est en constante évolution. On a vu beaucoup de mises à jour du protocole. C'est géré par un smart contract qui est géré par des institutions et la DAO. C'est assez sain. Pour moi, sur la tech, on va mettre un 4 sur 5. En ce qui concerne le token MPL, à quoi sert le token? Je vous l'ai répété plusieurs fois. On peut avoir un beau projet, mais un token qui sert à rien. Donc là, le MPL, c'est le token natif du protocole. Il sert dans un premier temps à la gouvernance, à la DAO. Donc en tant que détenteur du MPL, vous pouvez influencer la direction du projet. Donc ça, c'est assez basique, on le retrouve quasiment partout. Il va également avoir une utilité pour pouvoir fournir la pool cover. On l'a vu tout à l'heure, si vous voulez prendre des risques et être exposé au premier rang, si jamais l'entreprise fait défaut et ne repaye pas le crédit, vous pouvez ajouter de la liquidité dans le pool cover. Et pour le coup, vous allez être récompensé en conséquence. Donc ça fonctionne avec le token Maple. Ça lui donne une utilité supplémentaire. Vous avez également la possibilité de staker le token MPL et recevoir du rendement en échange. Et vous avez également une redistribution des frais du protocole à tous les holders. Alors là, je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que c'est sous forme de airdrop? Pour le coup, j'en ai pas, donc j'ai pas pu expériencer le fait de recevoir des rewards en tant que holder. Ah oui, et ici ils disent les holders n'ont pas besoin de staker ces MPL pour pouvoir gagner ces fameux frais. Donc différentes façons d'être récompensé. Donc ça vous donne de la gouvernance, l'accès au pool cover, l'accès à du staking et également l'accès à une redistribution des frais simplement en étant holder. Donc pour le coup, ce token
Il a pas mal d'utilités, je valide. On va lui mettre un 5 sur 5 parce que c'est pas souvent que les projets trouvent des vraies utilities pour leur projet, essaient de le mettre au centre de l'infrastructure et là vous propose des incentives pour pouvoir gagner de l'argent à droite, à gauche et évidemment la DAO, donc c'est très bien, 5 sur 5. Donc en ce qui concerne la team, ils sont doxés, il y a les liens vers LinkedIn, c'est disponible sur le site, donc ça c'est très important. Vous avez le premier CEO qui travaillait en tant que gestionnaire de portefeuille, portfolio manager chez Angle Finance. Donc on voit du background en tant que trésorier, portfolio manager, National Bank of Australia en tant qu'associé également. Donc c'est un background qui correspond aux ambitions du projet. Joe Flanagan, Managing Director chez Clover Advisory, c'est également de la gestion de capital et du financing, donc c'est cohérent. À noter également qu'il a été consultant chez PwC, Head of Capital Market, donc Quinn Thompson, donc analyste à la BNP Paribas, associé chez Guggenheim Partners. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc Guggenheim Partners, Global Investment Advisory Firm with 310 milliards d'assets sous gestion, donc apparemment un gros fonds d'investissement, Guggenheim Partners. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient docs, qu'ils soient trouvables assez facilement sur LinkedIn, et deuxièmement, qu'ils aient une expérience et une plus-value dans le projet. Donc là, pour le coup, sur Maple Finance, on n'a que des mecs qui ont bossé dans la finance traditionnelle, ils savent ce que c'est un crédit, ils savent ce que c'est un audit, ils savent ce que c'est un prêt, donc là, il n'y a pas trop de soucis sur ça. On a l'air d'avoir une team expérimentée, donc on va mettre un 5 sur 5. Maintenant, en ce qui concerne le graphique, je vous avoue que c'est très intéressant. On peut voir une résistance ici autour des 23 $, 24 $, donc toute cette zone ici en rouge. Donc on est venu noter la résistance une fois, deux fois, trois fois. On est venu trouver le bottom ici, le petit range. Ici, on a explosé le range. Et donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On en a parlé exactement dans la vidéo précédente. Je crois je sais plus, je vous avais switché sur un pattern. C'était exactement le même graphe. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'arrive pas à passer une résistance? On crée un pattern pour pouvoir exploser à la hausse. Je crois que c'est H-bar d'ailleurs. Voilà, ici vous avez un peu la même chose. Résistance, résistance, résistance. Je crée, hop, mon bullish flag et ensuite je peux partir. Ok? Et là on voit que le bullish flag est venu se reposer sur cette ancienne résistance. On est sur Maple dans la même configuration. Pour moi, je vois ce bullish flag se créer exactement pour ça, pour venir péter cette résistance ici. Ensuite, look left, vous avez absolument rien à gauche, donc la prochaine zone d'intérêt, ça va être ici aux 60 $, d'accord? 57, entre 55 et 60 $. Donc là, le graphe, il est vraiment intéressant pour trouver la fin du pattern. Alors ici, je vous ai déjà montré plusieurs fois comment on tradait ce genre de pattern, d'accord? Je viens tirer un trait, hop, je rachète ce qui est en dessous, je prends un TP, je me fais BE. Je tire un trait, je rachète ce qui est en dessous, je prends TP, je me fais BE. Je tire un trait, je rachète ce qui est en dessous, je prends TP. Soit je me fais BE, soit je repars. D'accord? Vous l'avez ici sur cette vidéo. Hop. De ce côté-là. Cette vidéo-là, ça fait plusieurs fois que je vous le montre, ça fait plusieurs fois qu'on l'explique, que ce soit en live, que ce soit dans toutes les vidéos possibles et inimaginables. Donc si vous pensez trouver un joli point d'entrée ici, regardez bien aussi les divergences, ça peut être important. Évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Il y a des bullish flags qui peuvent fonctionner, il y a des bullish flags qui ne fonctionnent pas. La seule chose qu'on cherche, c'est de trouver un edge, d'accord? Crypto edge. J'ai un edge statistique, donc j'ai un avantage statistique à venir me placer dans un pattern qui historiquement me donne beaucoup plus d'upside que de downside en termes de statistiques. Je prends cet avantage en respectant mon RR, en respectant mon risque, en respectant mon plan de trading. Et si je fais ça à chaque fois, des fois ça marche pas, des fois ça marche, mais vu que j'ai un avantage statistique, normalement je suis rentable. On n'a pas besoin de revenir sur ça, on est d'accord les gars? Donc pour moi, pattern assez bullish, et si jamais il n'arrive pas à décoller via ce pattern, pourquoi pas venir se reposer ici sur les anciennes résistances confirmées en tant que support, et là on aura vraiment une belle entrée. Donc pour moi, ce graphique c'est un 4 sur 5, c'est pas mal. Maintenant en termes de market cap, on est à 55 millions, donc de regarder le market cap, ça vous permet d'évaluer un peu votre risque par rapport à votre reward. Si vous avez des tokens qui sont overvalue, qui sont à plus de 1 milliard, est-ce que ça vaut vraiment le risque pour le peu d'upside qu'il va y avoir derrière, d'accord? Là, on est à 55 millions, c'est-à-dire qu'il y a énormément de potentiel d'upside, d'accord? Des projets comme ça à 500 millions de market cap, ça me fait pas peur. 500 millions de market cap, vous avez des shitcoins, vous avez des projets moins bien que celui-là qui sont à 500 millions de market cap. Donc ça voudrait dire un x10 depuis ici, donc là à 12 $. Donc le potentiel d'upside, il est très bon.
mais ça induit forcément un risque. Pour moi, tous les projets qui sont en dessous de 100 millions, c'est qu'ils n'ont pas encore fait leurs preuves. On ne peut pas se baser dessus pour l'instant. Est-ce que ça va vraiment péter ou est-ce qu'il va y avoir un concurrent qui fait des choses meilleures? 55 millions, c'est entre le potentiel et le risque. Je mettrais un 3 sur 5 en termes de risque-reward sur ce narratif de projet avec une capitalisation de 55 millions. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre d'autres tokens dans les commentaires, comme ça je les analyserai pour la semaine prochaine. Ah oui, et on se retrouve également sur Blocks, on a commencé à poster les rediffusions des dernières émissions. Donc vous avez l'émission avec Noé qui est VC, donc il gère une venture capital à l'âge de 18 ans. Donc parcours très intéressant, on fait ensemble le tour des narratifs, etc. Vous avez également Oslo, donc, qui était en binôme avec Noé. CryptoSlow, vous le connaissez sur Twitter, il fait de l'analyse on-chain, il traque les méchants sur la blockchain et maintenant il bosse également chez BubbleMap, donc énormément de value et d'expertise qu'il nous apporte dans cette vidéo. Et la deuxième vidéo, c'est quand on a reçu Morgan et Jonathan, donc Morgan qui est Bitcoin Certified, donc il fait de la formation pour les particuliers, qui nous apprend toujours plus sur la sécurité, sur les bases de l'investissement, etc. Et Jonathan Dos Santos qui bosse chez RubyChain, donc eux ils font de la formation pour les entreprises. Donc ça a été très sympa de les mélanger ensemble. On a parlé des news, on a parlé des narratifs, on a parlé des tendances, des portefeuilles, un peu de tout. Donc n'hésitez pas, je vous mets la chaîne de Blocks juste en dessous. Si vous avez 3 heures, ouais, c'est des vidéos qui durent 3 heures, mais elles sont découpées, présentation, actualité, petit trading, machin, etc. Donc si vous voulez les regarder, je vous mets les liens dans la description. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, stay safe.